Bonjour. Sur la prise en compte des milieux humides et hydriques dans la MRC de Coaticook. S'il vous plaît, juste en respect de la prochaine conférencière, je demanderai silence. Merci. Donc, la prochaine conférence porte sur la prise en compte des milieux humides et hydriques dans la MRC de Coaticook, et plus précisément sur le cadre du projet d'espace de liberté de la rivière Coaticook. Le contexte de révision du schéma d'aménagement a amené la MRC à se positionner sur l'importance des milieux humides et des zones inondables sur son territoire, mais surtout de revoir les zones de contraintes naturelles en tenant compte des aléas fluviaux particuliers à la rivière Coaticook. Quel lien peut-on faire avec la démarche d'élaboration d'un plan régional des milieux humides et hydriques? Madame Marie-Claude Bernard nous présente le projet de sa MRC. Madame Bernard est biologiste et possède une maîtrise en environnement de l'Université de Sherbrooke. Elle travaille depuis 5 ans à la MRC de Coaticook en aménagement du territoire et en gestion de l'eau. Madame Bernard a participé à l'élaboration du schéma d'aménagement et de développement durable de la MRC sur les aspects liés aux aléas fluviaux, zones inondables, milieux humides, ressources forestières, de même qu'à la biodiversité et aux services écologiques. Elle a coordonné pour la MRC le projet d'espace de liberté de la rivière Coaticook. Depuis octobre 2018, Mme Bernard occupe les fonctions de coordonnatrice en aménagement à la MRC. Marie-Claude? Merci beaucoup, Claire. Merci au comité organisateur du forum de m'avoir invité à participer à cet événement et à vous présenter, dans le fond, la prise en compte pour la MRC de Coaticook des milieux humides et hydriques. Comment ça va se dérouler? C'est assez simple. Je vais commencer par vous mettre en contexte sur les événements et le contexte qui nous a amené à la prise en compte d'abord des milieux humides dans notre planification territoriale. Puis ensuite de ça, je vais vous parler plus spécifiquement du projet d'espace de liberté. Je vais vous amener sur pourquoi on a adhéré à ce projet-là, quelles ont été les étapes, vers quoi ça nous mène concrètement maintenant. Et puis, je vais tenter de faire le lien avec les plans régionaux de milieux humides et hydriques. Donc, pour vous mettre un peu en contexte, oui, Coaticook, c'est pas seulement la meilleure crème glacée au monde, c'est aussi une MRC. C'est une MRC rurale qui est située au sud de Sherbrooke, en Estrie, à la frontière avec les États-Unis, le Vermont. C'est une MRC composée de 12 municipalités, 19 000 habitants, et c'est un territoire de rivières, des rivières qui sont situées en tête de bassin versant de la rivière Saint-François, et dont le sud s'écoule aussi vers les États-Unis, au sud vers le Vermont, la rivière Connecticut. Et puis, d'année en année, le monde municipal a à gérer les conséquences des inondations et des embâcles. Et ça date pas d'hier, parce qu'ici, vous voyez des photos d'archives du 15-16 juin 1943. C'est sûr que le territoire s'est développé en étroite relation avec nos rivières. Mais quand même, depuis une dizaine d'années, on se rend compte qu'on a de plus en plus d'épisodes d'inondations et d'embâcles. Et comme vous le voyez sur l'échelle de temps, ça arrive aussi à n'importe quel moment de l'année, que ce soit au printemps, l'hiver ou même durant l'été. Et dans le fond, c'est un peu ce qui nous a mené à la prise en compte des milieux humides dans le schéma d'aménagement. Au sens où, jusqu'à tout récemment, sans relancer la MRC de Drummond, nous, on a un schéma révisé depuis le 2018, en fait, depuis le mois de mai 2018. Et puis, ce contexte-là a vraiment mené à justement prendre en compte ces milieux-là dans la planification territoriale. Et comment ça s'est traduit? C'est principalement en deux chantiers, si je peux dire. Le premier, ça a été un grand projet d'ajustement à l'interne des zones inondables sur notre territoire. Puis dans un autre volet, ça a été la prise en compte justement des milieux humides en deux paliers de reconnaissance. Les milieux humides d'intérêt régional et les milieux humides potentiels. Les milieux humides d'intérêt régional, c'est nos 5 plus grands milieux humides sur notre territoire. Ça couvre environ 400 hectares.
Et puis, les dispositions réglementaires qui sont associées à ces milieux-là sont assez strictes. Ça vise essentiellement la conservation de ces écosystèmes-là. Et puis la reconnaissance de ces milieux-là, ça nous a même amené à un projet de restauration d'un milieu humide que vous voyez en bas à gauche, le marais de la Médère à Quaticook. Un important projet très intéressant qui est mené en collaboration avec Canards Illimité, le ministère de la Faune, la ville de Quaticook et la MRC. Au niveau des milieux humides potentiels, c'est nos milieux humides qui sont cartographiés sur le territoire. Présentement, on a donné un mandat à Canards Illimité pour revoir cette délimitation-là pour avoir une donnée un peu plus fine. Et dans ces milieux-là, les dispositions réglementaires sont moins strictes, visent essentiellement l'utilisation durable de la ressource. On encadre les usages en interdisant le déblai-remblai où on le permet plutôt pour un 10% de la superficie de ces milieux-là. Et puis, on a des dispositions sur l'abattage d'arbres qui est adapté au contexte de milieux humides. C'est-à-dire qu'on permet un maximum de 30% des tiges qui sont en travaux forestiers. Puis, on indique aussi que les travaux doivent se faire sans impact au sol. Un des volets aussi qui nous a amené à prendre en compte les milieux humides, c'est qu'à l'époque, le ministère des Affaires municipales, on avait tenté en fait de disqualifier, si on peut dire, des terrains vacants avec la justification de présence de milieux humides. Et notre direction régionale n'acceptait pas cette justification-là, dans le sens où on avait nous disait qu'on n'avait pas de disposition réglementaire particulière sur les milieux humides. Donc, ça a été un plus aussi pour qu'on aille de l'avant avec des dispositions là, modulées en deux niveaux, comme je viens de vous le dire. Mais au-delà des dispositions réglementaires, on a aussi des stratégies pour mettre en œuvre dans le schéma d'aménagement la protection des milieux humides. Et puis, parmi ces stratégies-là, on a entre autres la validation terrain des milieux humides dans les périmètres d'urbanisation de nos municipalités. On a l'acquisition de connaissances aussi sur les milieux humides et la valeur écologique. On avait identifié aussi comme stratégie que dans le cas de projets de compensation, les projets devaient avoir une vue d'ensemble et devaient aussi être basés sur le principe d'aucune perte nette. Donc, à ce niveau-là, les stratégies qui avaient été identifiées sont quand même en phase avec les principes qui sont énoncés dans les plans régionaux de milieux humides et hydriques. Et d'ailleurs, on a commencé la délimitation de terrain à l'interne des milieux humides dans les périmètres urbains. Ce que vous voyez à gauche, justement, c'est le géomaticien qui est aussi technicien en écologie et moi qui allons sur le terrain pour délimiter ces milieux-là, outiller les municipalités dans leur développement de leur territoire pour vraiment bien prendre en compte ces milieux-là, d'autant plus qu'avec la compensation financière maintenant qui sont associés aux milieux, c'est d'autant plus encourageant de bien savoir où sont ces milieux-là dans les endroits où on a le plus de menaces. Mais, donc, malgré nos bonnes intentions d'ajustement de zones inondables, de prise en compte de milieux humides, nous arrive une catastrophe naturelle le 10 juin 2015 plutôt. Dans la nuit du 9 au 10, on reçoit des pluies torrentielles, environ 93 mm de pluie, dont 60 mm en seulement quelques heures. C'est des événements qui ont causé énormément de dommages. Ça a sectionné des routes, arraché des ponceaux, ça a détruit des champs agricoles et des résidences. Bref, ça a été des événements assez traumatisants pour la communauté, mais en même temps, ça a permis d'être l'élément déclencheur d'une participation à un projet d'espace de liberté de la rivière Quaticook. Il faut se remettre en contexte qu'à l'époque, la MRC n'avait pas un contexte politique environnemental très développé. Pour vous donner une idée, on a un fonds de cours d'eau, un fonds d'investissement, on l'a toujours à la MRC, qui finance des projets pour améliorer la qualité de l'eau. Et historiquement, une grande partie du financement qui était accordé l'était pour des projets de stabilisation de rive pour améliorer la qualité de l'eau. On était un petit peu dans cette optique-là à la MRC. Donc, c'est sûr que face à des dommages comme ça, les élus avaient un réflexe d'action et de solutions très, très concrètes et terrain. La communauté était beaucoup plus en réaction avec plus de stabilisation, plus de creusage de cours d'eau. Nous, on arrivait avec une idée d'un projet universitaire pour une acquisition de connaissances. Donc, il a fallu avoir quelques stratégies pour mener à bien ce projet-là. Mais quand même,
les inondations, comme je vous le disais, c'est un enjeu qu'on connaît bien à la MRC, mais les pluies qu'on a eues en juin 2015, ça nous a remis en question sur nos connaissances face aux inondations, dans le sens où on s'est rendu compte qu'il y avait différents types d'inondations ou différents types d'aléas fluviaux qu'on a compris plus tard avec cette étude-là, et puis qu'il nous manquait des connaissances finalement pour bien aménager de façon durable le territoire avec les enjeux spécifiques qu'on avait chez nous. Alors, comment qu'on est arrivé à adhérer à ce projet-là? On a, dans un premier temps, il y a eu Pascale Biron. Pascale Biron, qui est probablement plusieurs la connaissent, c'est une chercheure à l'Université de Concordia. Elle est venue rencontrer les élus au comité de gestion de l'eau, un comité qui recommande au Conseil toutes les questions en lien avec l'eau. Donc, elle les a rencontrés pour vraiment bien démystifier le projet, faire de la vulgarisation auprès d'eux. Et puis, elle a été assez convaincante pour les rassurer pour adhérer au projet d'espace de liberté. Et puis, suite à cette adhésion-là, le Conseil a décidé de financer l'étude et ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti à la rencontre des conseils locaux. Moi et Catherine Frizzle, qui est probablement dans la salle une coordonnatrice au niveau du comité de bassin versant de la rivière Saint-François, on est allé à chacun des ateliers de travail de nos 4 municipalités qui étaient impactées pour vraiment bien justement vulgariser le projet, prendre leurs préoccupations parce que c'était un projet qui avait des bases scientifiques très grandes. Donc, on avait fait le pari qui valait mieux vraiment bien présenter le projet au niveau local et ça a été assez payant parce que ça nous a permis d'asseoir ou de faire redescendre vraiment au niveau de la communauté puis au niveau local le projet en tant que tel. Mais qu'est-ce que c'est le projet d'espace de liberté? Bien, essentiellement, c'est un projet universitaire qui a été mené par Simon Massé, qui est un candidat au doctorat à l'Université du Québec à Rimouski. Et c'est un projet qui nous a été présenté vraiment clé en main avec plusieurs partenaires financiers, dont le MSP qui est un important partenaire. Et puis, Simon voulait ajouter une 4e rivière à son projet d'étude. L'objectif principal du projet de Simon, c'était d'identifier les facteurs limitants et les facteurs facilitants pour la mise en place de ce concept-là à même les politiques municipales. C'était donc un projet qui était divisé en deux volets. Un volet cartographique pour bien identifier l'espace de liberté sur le territoire et un volet un peu plus social, si je peux dire, pour vraiment bien identifier ces fameux facteurs-là au sein de la communauté. Le territoire à l'étude, c'est le bassin versant de la rivière Quaticook. Le bassin versant parce qu'il y a la rivière Quaticook, mais aussi une dizaine d'affluents qui ont été ajoutés au projet d'étude. Le bassin versant de la rivière Quaticook, c'est nos 4 plus grandes municipalités dans la MRC. C'est 80% de notre population et c'est parmi les terres les plus fertiles de l'Estrie. Donc, vous voyez là plusieurs enjeux d'occupation du territoire. Et qu'est-ce que c'est l'espace de liberté, là, sans rentrer dans des notions d'hydrogéomorphologie très poussées, là. Si je vous résume un peu la chose, c'est que quand on détermine l'espace de liberté, on étudie principalement 2 phénomènes hydriques. Le premier, c'est la capacité de la rivière à se déplacer dans l'espace, sa capacité à s'éroder, à créer des méandres et des milieux humides riverains. C'est ce qu'on appelle l'espace de mobilité de la rivière. Et le deuxième phénomène hydrique, c'est le phénomène d'inondation, le fait que la rivière peut sortir de son lit. Et cette zone-là, c'est donc la zone inondable. L'espace de liberté, c'est la somme de ces 2 espaces-là, la somme de l'espace de mobilité de la rivière et de l'espace d'inondabilité. Quand on identifie sur le territoire un espace de liberté, on identifie les endroits où on a le plus d'enjeux et où on a le plus d'investissement à faire finalement en entretien récurrent des infrastructures dans ces endroits-là. Et le principe général de l'espace de liberté, c'est de laisser le plus naturel possible cet espace-là pour réduire la vulnérabilité des infrastructures et de la population qui se trouve.
C'est un projet qui a été mené en partenariat avec l'ensemble des acteurs de l'eau. Vraiment, tout le monde a participé aux tables de travail qui ont été mises en place. Et les tables de travail incluaient aussi des producteurs agricoles qui étaient directement touchés par cet espace-là. Donc, ça a été une des particularités de notre projet de la rivière Quaticook. Puis, ça a été gagnant au sens où on a pu vraiment bien prendre en compte les considérations et les préoccupations là, très, très terrain que pouvaient vivre ces gens-là. Au niveau cartographique, une donnée qui est vraiment essentielle à l'identification de l'espace de liberté, c'est le lidar. Le lidar, c'est une donnée topographique tellement fine du territoire qu'on est capable de voir les anciennes traces laissées par la rivière sur le territoire. Et puis, une autre donnée qui est très utile, c'est les anciennes photographies aériennes. En Estrie, on peut remonter jusqu'en 1945 environ là, au niveau des photographies aériennes. Et c'est avec des résultats comme ça qu'on s'est vraiment rendu compte que la rivière Quaticook, elle était extrêmement mobile dans certains secteurs, entre autres au niveau agricole à Compton. Selon l'université, c'est parmi les tronçons les plus mobiles de rivières au sud du Québec. On s'est rendu compte aussi qu'on avait perdu énormément de milieux humides riverains le long de la rivière Quaticook. Comme vous le voyez là à droite, c'est le même secteur entre 1945 et 2013. Dans le fond, ils ont estimé qu'on avait perdu entre 74 et 88 % de milieux humides riverains entre Quaticook et Compton. Ça nous a aussi remis en question par rapport à la stabilisation de rive. Certains secteurs, on pouvait voir où il y avait eu des actions de stabilisation et où il y avait eu des déplacements de rivières importants, où il y avait eu des dommages qui avaient été causés en amont ou en aval. Et ici, vous voyez un secteur où il y a eu une stabilisation de rive, puis en 6 ans, il y a eu un déplacement de 65 mètres. Donc, encore là, un peu une remise en question sur les effets de la stabilisation de rive, je dirais systématique, là, partout de façon systématique sur le territoire, comme on le faisait avant. Ça, c'est un exemple de livrable qu'on a eu avec l'université par rapport à l'espace de liberté, au sens où on voit les lignes en jaune et en orange qui sont les zones de mobilité. En bleu, c'est la zone inondable. Vous voyez en assuré les milieux humides et en pointillé les cônes alluviaux. Donc, les cônes alluviaux, qu'est-ce que c'est? C'est, dans le fond, les endroits sur notre territoire où on a de petits tributaires, de petits affluents avec de petits bassins versants, des fortes pentes. Et c'est à ces endroits-là qu'en période de pluie torrentielle, les cours d'eau se transforment en coulées de boue et de sédiments. Et tout ce matériel-là se déverse, si on peut dire, dans un espace qu'on va appeler le cône alluvial. Vous le voyez sur le schéma en haut à droite. Donc, les cônes alluviaux, c'est ces secteurs-là qui ont été activés en juin 2015 et qui ont causé le plus de dommages sur notre territoire. On considère que c'est les endroits où on a plus d'enjeux pour la sécurité civile en termes d'inondation dans le bassin versant de la rivière Quaticook. Et puis l'étude a permis d'en identifier 26 le long de la rivière, dont les plus importants, la concentration la plus importante se situe à Compton. Au niveau des tables de travail, il y a eu 3 rencontres qui ont été pilotées par le COGESAF, l'organisme de bassin versant, avec l'université bien sûr. Et puis ces tables-là ont permis, au bout du compte, de soulever justement des inquiétudes, c'est sûr, mais aussi des éléments facilitants pour pouvoir mettre en place ces concepts-là dans les politiques municipales. Donc je vais vous les résumer très très rapidement. Les éléments, les obstacles à la mise en place de l'espace de liberté, c'est simple, c'est la perte de superficie cultivée. C'est aussi les inquiétudes face à la diminution possible de la valeur des terres foncières, les enjeux d'infrastructures routières en bordure des cours d'eau, puis je dirais de façon générale l'acceptabilité sociale d'un tel concept au niveau local. Pour ce qui est des éléments qui pourraient faciliter la mise en place de ce concept-là, il y a 2 gros éléments majeurs. Le premier, c'est de mettre en place des directives et des incitatifs gouvernementaux
environnementaux forts, comme le Fonds, le Vermont et l'Europe, des endroits où ces concepts-là sont déjà mis en œuvre sur leur territoire. Et puis l'autre, c'est des incitatifs, l'indemnisation généreuse auprès des propriétaires, notamment dans notre cas les agriculteurs, pour la mise en place de l'espace de liberté. On s'est rendu compte que finalement, le monde municipal avait très peu d'actions adressées à notre niveau et que l'opérationnalisation, tout ça se faisait beaucoup plus à l'échelle nationale. Mais quand même, de notre côté, on a beaucoup cheminé avec le projet d'espace de liberté. Au niveau réglementaire, c'est sûr que on s'était engagé à la base à intégrer la zone non-DAB qui serait générée par ce projet-là, donc c'est ce qu'on a fait. Mais au-delà de la zone non-DAB, on a aussi intégré les zones de mobilité et les cônes alluviaux, à même un règlement de contrôle intérimaire, un RCI, et le schéma d'aménagement également. Puis pour faire ça, ça peut être l'air simple d'intégrer des contraintes naturelles, mais c'est très sensible politiquement, très sensible au niveau de la population. On a dû miser sur la communication et l'information de la population. Comment qu'on s'y est pris? On a organisé une soirée d'information, de consultation qui s'est déroulée le 25 avril dernier au sol de l'église de Compton, pour lequel chaque propriétaire qui avait une nouvelle contrainte naturelle sur son terrain était invité personnellement à aller à cette rencontre-là. Et puis, lors de la rencontre, il y avait, oui, la MRC, mais il y avait aussi Sylvie Audemers de l'Université du Québec à Rimouski qui était là au niveau de l'expertise sur la méthodologie. Il a pu bien répondre aux questions sur comment déterminer l'espace. Il a pu même modifier ou ajuster certains secteurs suite aux interventions de la population. Puis, il y avait notre évaluateur agréé parce qu'on se doutait bien qu'on allait avoir des questions sur la valeur foncière de ces terrains-là. Donc, une bonne équipe pour répondre et déboulonner peut-être certaines craintes parce qu'au bout du compte, on a eu la traditionnelle consultation publique où on a eu une dizaine de personnes environ qui se sont déplacées. Fait qu'on peut dire qu'on a comme fait de la consultation par étapes et ça a été très gagnant dans notre contexte. Si je vous résume rapidement les dispositions réglementaires pour les zones de mobilité et les cônes alluviaux, au niveau des zones de mobilité, il y a 2 niveaux de dispositions. Dépendamment si la zone de mobilité est dans une zone inondable, c'est les mêmes dispositions à l'exception des infrastructures souterraines qui sont habituellement permises en zone inondable mais qui ne sont pas en zone de mobilité étant donné le caractère érodable. Et on a les zones de mobilité qui sont situées à l'extérieur des zones inondables qui, eux, sont davantage des très hauts talus extrêmement érodables. Ces dispositions-là s'apparentent plus à des zones de glissement de terrain. Pour ce qui est des cônes alluviaux, il fallait être un peu plus imaginatif parce qu'il fallait sortir de la politique de protection des rives parce qu'on était dans des enjeux beaucoup plus de sécurité civile. Pour résumer, on est allé avec pas de nouvelles constructions dans les cônes alluviaux. L'agrandissement est permis s'il y a une démonstration, dans le fond, sous forme d'étude, qu'il n'y a pas de risque pour la sécurité civile. Donc, le legs le plus important du projet d'espace de liberté, c'en est un d'acquisition de connaissances de nos enjeux sur les milieux hydriques de ce territoire-là. C'est aussi un legs au niveau de l'effervescence des projets en termes d'inondation dans le bassin versant de la rivière Quaticook. Ça nous a permis de faire partie d'une des 8 communautés leaders initiales de la Résilience, qui est une communauté de réseautage sur les mesures d'adaptation au changement climatique qui est piloté par le ROBVQ. Ce projet-là nous a amené à adopter dans quelques semaines un plan d'adaptation au changement climatique en lien avec les inondations dans le bassin versant de la rivière Quaticook. Ça nous a permis aussi d'inviter la population à une soirée d'information le 16 octobre dernier où il y avait différents experts, dont des gens du ministère, pour venir vraiment bien faire un transfert de connaissances auprès de la population sur la question qui reste quand même complexe des changements climatiques en lien avec les inondations. Puis au niveau des cônes alluviaux, comme vous le voyez à gauche, on a déployé une
démarche d'action dans les bassins versants des cônes alluviaux prioritaires, ceux qui sont situés à Compton puis pour lesquels il y a de la population qui habite les cônes. Donc, dans ces 5 bassins versants-là, il y a 2 types de projets qui se développent. Le premier, c'est un projet qui est en analyse au MSP, un projet en partenariat avec l'Université du Québec à Rimouski, l'Université de Sherbrooke, pour venir vraiment bien identifier des mesures préventives au niveau de la sécurité dans ces bassins versants-là pour réduire le risque sur la population en aval. Et puis, le deuxième projet, c'en est un de déploiement de mesures adaptées au niveau agricole avec le MAPAC, le Club agro-environnemental de l'Estrie et le COGESAP dans ces 5 sous-bassins versants-là. Ce qu'on s'est rendu compte avec le projet d'Espace de la liberté, c'est qu'on devait d'abord miser sur la sensibilisation et l'éducation de la population. On avait encore du chemin à faire pour vraiment bien, dans le fond, vraiment bien sensibiliser la population sur le concept de rivière vivante, sur la dynamique fluviale, surtout en milieu agricole. Et donc, dans ce sens-là, on vient d'avoir la confirmation d'un financement du MAPAC pour un projet éducatif au niveau du secteur agricole qui inclut entre autres l'achat d'une table de démonstration, dans le fond un genre de bac à sable, si on peut dire, où on peut faire varier la pente, faire varier le débit d'eau, puis sur lequel on peut justement simuler des interventions en milieu hydrique, c'est-à-dire la stabilisation de rive, le creusage de cours d'eau, pour voir justement quels pourraient être les impacts sur l'ensemble du tronçon fluvial. Et comme la question financière a été largement abordée dans le cadre des tables de travail, on déploie aussi un projet dans quelques jours. Le 14 mars prochain, on a un lancement avec Ouranos d'un projet d'analyse coût-avantage sur les mesures d'adaptation au changement climatique qui ont été identifiées et dont l'espace de liberté va faire partie. Le but de cette étude économique-là, c'est de justement savoir si c'est vraiment rentable à long terme de faire l'espace de liberté dans notre secteur bien précis à Compton. C'est quoi les coûts réels associés à cette mise en place-là? Donc, essayer d'avoir des réponses plus économiques à ce niveau-là. Le projet d'espace de liberté, ça nous a permis de visualiser les cours d'eau, les rivières différemment, de les voir différemment, puis de passer davantage de l'action à la planification. Ça nous a permis de prendre en compte nos enjeux spécifiques de notre territoire qui sont des enjeux d'inondation et de sécurité civile et de faire beaucoup de chemin dans ce sens-là. C'est quoi le lien avec les plans régionaux de milieux humides et hydriques? Bien, je pense que les liens sont dans les étapes, dans le processus. Dans le fond, le projet d'espace de liberté, ça visait justement à répondre à des objectifs, des enjeux spécifiques à notre territoire, comme je viens de le dire, les inondations et la sécurité civile. Ça nous a permis de dresser un portrait de la situation. Ça nous a permis de faire un diagnostic aussi au niveau de notre territoire en mettant en lumière la mobilité de la rivière, la perte de milieux humides, de raffiner la zone inondable, de se remettre en question sur la stabilisation de rive. Et tout au long de ce processus-là, la consultation a été la clé de ce succès-là, je crois. C'est-à-dire que sous forme de table de travail, de soirée, d'information, on a pu bien prendre en compte les préoccupations au niveau local de l'ensemble du projet, si je peux dire. C'est sûr qu'il n'y a pas de cloche de verre sur l'espace de liberté. L'espace de liberté, ça vise à avoir une utilisation durable de la ressource en adaptant, entre autres, les usages à l'intérieur de ces espaces-là, comme en étant des contraintes naturelles, puis en adaptant aussi l'aménagement forestier dans ces endroits-là. Mais je pense que la prise en compte de ces enjeux spécifiques-là nous a vraiment fait cheminer en termes de connaissances là, au niveau des milieux humides et hydriques. Donc, pour finir, je tiens à remercier l'équipe universitaire là, qui a contribué au projet d'espace de liberté. Je voudrais remercier tout particulièrement Simon Massé et Silvio Demers de l'Université du Québec à Rimouski. Je tiens à remercier aussi Catherine Prezel qui est au comité de bassin versant de la rivière Saint-François qui nous a soutenus vraiment beaucoup dans cette démarche-là. Et je tiens à souligner et à remercier le travail du conseil de la MRC de Quaticook pour
pour son ouverture dans ce projet-là et d'avoir soutenu la démarche tout au long. Et pour finir, je tiens à rendre hommage aussi à notre préfet, M. Jacques Madère, qui est décédé récemment le 13 février dernier et qui a grandement participé au projet, qui a soutenu la démarche tout au long et qui a contribué au succès de celui-ci. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Claude. On a le temps de prendre des questions avant le dîner. Martin, tu vas aller au micro? Non? Encore une fois, vous vous présentez et vous parlez très près du micro pour la visioconférence. Oui, bonjour. Patrick Cartier, Domtar. Est-ce que Andréane est dans la salle? Ah, bonjour Andréane. Merci Marie-Claude pour ta présentation. Merci Andréane. Merci Valérie ce matin. Merci. Ma question s'adresse en fait à toutes vous trois qui avez présenté. Les milieux humides forestiers représentent dans certaines régions 80% des milieux humides total. Donc, c'est des forêts humides. Andréane a parlé de consulter les professionnels forestiers comme de quoi c'est important. Puis oui, en effet, une journée, c'est pas assez. Hein, c'est comme au village des sports. Marie-Claude, j'ai aimé ta présentation au niveau de la liberté parce que c'était basé sur la science, tout ça. Tu as parlé de 30% de récolte des arbres dans un milieu humide, je pense que dans votre règlement, il y a quand même une notion de prescription par un ingénieur forestier. On sait que la dynamique naturelle des forêts, c'est parfois différent de ça. Donc, je ne sais pas si tu peux nous dire un mot là-dessus. Oui, c'est ça. Bien, dans le fond, l'adaptation des aménagements forestiers, c'est ça a été élaboré, ces dispositions réglementaires-là, bien avant le projet d'espace de liberté. En 2016, justement, on était en révision du schéma d'aménagement, puis on sentait que les enjeux d'aménagement forestier méritaient d'être travaillés vraiment en concertation. Puis c'est comme ça qu'on a été capable de revoir nos dispositions réglementaires, entre autres en lien avec les milieux humides, même les zones inondables. Puis ça, je pense que si on a été capable de faire ça dans un esprit collaboratif et dans le calme, je pense que ça a été à cause justement du fait qu'on l'a fait en concertation. Le syndicat, le groupement, Domtar, tout le monde était autour de la table, puis je pense que les bases scientifiques, mais aussi les préoccupations des gens terrain, c'est ce qui fait en sorte qu'on est capable d'avoir des dispositions qui sont cohérentes. Oui, je pense que c'est ce. Ah non, monsieur. Oui, ben peut-être une dernière intervention. OK, merci. Bon. Ma question, Andréane, ça serait pour toi parce que tu m'as interpellé tantôt, puis j'étais un peu saisi, puis je n'étais pas prêt à poser ma question. Ce soir, ça va être Andréane? Oui, merci. La semaine passée, j'assistais à un forum sur les communautés forestières à Québec. Il y avait 150 personnes, des préfets, des maires. Puis on parlait de changement climatique, puis il y a M. Villeneuve. Monsieur Villeneuve et Monsieur Boutillier, qui sont tous les deux professeurs, deux universités différentes, qui disaient à quel point la forêt contribue à diminuer, à séquestrer le carbone. En fait, une forêt bien aménagée, en santé puis productive. Puis, parallèlement, je disais tantôt, 80% des milieux humides sont des forêts humides qui sont aménagées depuis longtemps. Donc, ma question est comment on peut, quand les gens qui sont dans la salle vont avoir des plans à faire, concilier à la fois le fait que ces forêts-là, bien aménagées, qui mettent du bois en marché, il y a un système Gestimate qui s'appelle, qu'on a eu une présentation hier, qui montre que des bâtiments en bois et tout ça fixent le carbone plutôt qu'en béton ou en aluminium. Donc, comment concilier l'usage d'un milieu humide forestier, puis l'aménagement forestier, puis les produits du bois qui peuvent en sortir, versus un aménagement durable? Comment vous faites ça? Puis l'autre chose, dans ton secteur, 400 hectares de milieu humide sous cloche de verre versus dans le centre du Québec, quelque chose comme 50% de milieu humide d'intérêt.
comment cette proportion-là est très différente d'une région à l'autre? Donc, c'est quoi l'objectif? En fait, je pense que c'est le... Puis tu le disais, Andréane, le changement de vocation. Autrement dit, c'est le fait de reconnaître les bienfaits, les services écologiques rendus par les milieux humides forestiers. L'objectif derrière les plans, je pense qu'entre autres, ça devrait viser d'éviter le changement de vocation forestière dans ces secteurs-là. Je pense que l'aménagement forestier en milieu humide est tout à fait compatible et je pense que le ministère aussi l'avait ciblé dans le cadre de son feu règlement. Mais donc, je pense que l'ensemble des acteurs avancent en ce sens-là dans la même direction. Ça marche. OK. Je rajouterais, puis je pense que, Patrick, tu vas aimer ma réponse, mais de reconnaître que l'aménagement forestier contribue au maintien de la qualité des milieux humides quand c'est fait de façon logique, durable et selon les bonnes pratiques du guide sur la foresterie. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonjour Marie-Claude, Jean-Paul Rey, je suis le président du COGESAF. Une question relativement simple. Pour parler de l'espace de liberté des cours d'eau puis des milieux humides, on doit fixer, les OBV doivent fixer des objectifs de protection des milieux humides. Et est-ce que, selon votre expérience, tous les milieux humides dans l'espace de liberté d'un cours d'eau ou dans l'espace de bon fonctionnement d'un cours d'eau, je dis maintenant les Français, est-ce que ça devrait être nécessairement des milieux humides d'intérêt à préserver? Je pense que ça peut être des milieux humides d'intérêt pour la restauration. Mais au niveau de la priorisation, je pense qu'il faut y aller par opportunité de projet aussi. Dans le sens où si on identifie un grand secteur, comme les milieux humides riverains de la rivière Quatico comme étant un potentiel de restauration, je pense qu'au niveau de la planification, c'est une bonne échelle. Ensuite de ça, pour venir prioriser lesquels sont mieux à restaurer dans l'espace de liberté, je pense qu'à ce moment-là, on fait fausse route si on essaie de mettre beaucoup d'efforts sur la priorisation de ces milieux-là. Mieux vaut aller avec l'opportunité de projet, la volonté des propriétaires de vouloir aller de l'avant avec ce genre de projet-là. Et je pense que de toute manière, on va se buter à toutes sortes d'autres embûches, comme celle de la CPTEQ ou d'autres enjeux sur le territoire pour mettre en place ces projets concrets-là. Donc, je dirais, de prioriser les opportunités. Oui, alors on a une question qui vient en visioconférence. Elisabeth? Oui, alors on a une question. M'entendez-vous bien? Un petit peu plus, le volume un peu plus fort. Nous avons une question de Sophie Rioux-Hébert. Elle est du MAMACH, la direction régionale des Laurentides. Elle voulait savoir, Marc-Claude, à quel moment prévoyez-vous pouvoir diffuser les résultats du projet d'Uranos sur l'analyse coût-bénéfice? OK. Oui, bien là, ce projet-là, il est lancé le 14 mars. Fait que c'est sûr qu'on est en amont du projet. Et puis, les données, c'est vraiment, en fait, c'est un projet sur 2 ans. Et puis, éventuellement, c'est sûr que ça va être mis en ligne. Mais comme le projet n'est pas encore lancé, on est vraiment au-delà là, par rapport à cette question-là. C'est clair qu'Uranos va mettre en ligne ces données-là. Donc, ouais, OK. On a quand même encore un petit 4-5 minutes, donc on pourrait prendre encore d'autres questions. Elisabeth, est-ce que tu en as d'autres? Non? Bon, alors, monsieur, oui. Encore une fois, vous présentez et parlez très près du micro. Bonjour, mon nom est Jean-Philippe Rochette, la FQM. Votre projet semble très intéressant, mais ce qu'on comprend, c'est que c'est un projet spécial qui a été fait dans un contexte universitaire et tout. Je suis certain qu'il y a d'autres MRC qui sont intéressés par ce projet-là, mais est-ce qu'il y a un logiciel ou une manière de systématiser ce processus-là qui s'en vient pour d'autres MRC qui seraient intéressés à suivre le même processus? Là?
Oui. En fait, c'est un bon point aussi, là, parce qu'on se posait aussi la question sur les projets de restauration de milieux humides et hydriques, et la question du soutien technique par rapport à ces projets-là est très important. Pour être bien honnête avec vous, je ne pense pas que si on avait eu tout ce soutien financier-là de l'université et des différents partenaires, on aurait été capable de mener un tel projet à la MRC de Quaticook. Donc, je pense que le soutien technique et l'expertise par rapport à ces projets-là est essentiel. Et dans notre projet, à nous, je sais que le MSP a soutenu des firmes privées, entre autres, pour le développement des méthodologies, 2 firmes qui ont été accompagnées. Il en reste encore très peu au Québec qui ont l'expertise, en tout cas selon moi, là, en hydrogéomorphologie là, et en accompagnement municipal par rapport aux politiques municipales. Donc, ce que je dirais, c'est qu'effectivement, je pense que vous avez là vraiment un enjeu important qui est celle de notre accompagnement au monde municipal face à ces nouvelles technologies ou ces nouvelles connaissances-là qui sont en émergence et qui, au bout du compte, je pense, répondent vraiment très bien à certains de nos enjeux du territoire. Merci. Donc, la dernière intervention. Oui, merci. Super intéressant. Nicolas Fontaine, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Super intéressant votre utilisation là, du concept d'espace de liberté. Les exemples que vous avez montrés me paraissaient être surtout en milieu agricole. Comment est-ce que vous utilisez le concept là, dans votre schéma ou votre RCI d'espace de liberté dans les milieux davantage urbains? Est-ce que vous aviez, par exemple, des secteurs où vous pensiez développer ou étendre le périmètre d'urbanisation? Ce genre de questions-là, comment vous l'avez traité? Oui. En fait, le projet d'espace de liberté était pas ciblé dans les périmètres urbains et dans les zones urbaines, pour le fait tout simplement que cette méthode-là ne s'applique pas en milieu urbanisé. L'hydrogéomorphologie regarde les signes historiques du passage de l'eau. Donc, en milieu remblayé, anthropisé, c'est vraiment pas une méthode qui est adaptée à ce type de milieu-là. Au niveau, on a grosso modo une grosse municipalité qui est traversée par la rivière Quaticook, qui est Quaticook, et eux, ils ont un programme de détermination des cotes de crue qui est en vigueur. Donc, ce secteur-là a été exclu, si on peut dire, de cette étude-là, bien qu'avec le nouveau programme du ministère des Affaires municipales, on est en projet avec 2 autres MRC pour revoir justement le secteur urbain de Quaticook, mais avec une méthode adaptée à ce secteur-là là, au niveau de la modélisation hydrodynamique. Merci beaucoup. Elisabeth, est-ce que tu as personne? OK, parfait. Merci beaucoup, Marie-Claude, de cette présentation.